Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Bien dans ma peau. Bien dans ma peau est une émission qui est conceptualisée dans le cadre du programme qui lie Polaris Asso et l'ambassade de France qui s'appelle Mën naa ko. Mën naa ko moo tax ñu ñëw fii ba ci Bar Studio daal di fi teg li nga xamante ne moom moo di suñu émission Bien dans ma peau. Et on est là pour parler de la jeunesse et plus particulièrement de la dépression chez les jeunes. Comprendre la dépression, agir et pourquoi pas prévenir. Et pour ça, j'ai deux invités. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir mes deux invités. Pourquoi? Parce qu'ils abattent un énorme travail au niveau de la jeunesse et je pense qu'ils méritent qu'on mette en exergue justement ce qu'ils sont en train de faire. Léegi nag man dama koy làkk olof man sama première invitée parce que xam naa ne dégg na olof et maintenant libre à elle de me répondre en français ou en wolof. En tout cas, je vais vous présenter Sandrine Lemar. Sandrine ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission Bien dans ma peau di la bàyyi rek nga présenté wu. Merci Mary, merci pour ton accueil, merci pour tes mots en wolof. Tu m'excuseras, mais mon wolof est vraiment petit, chaotique. Chaotique. Donc, permets-moi de te remercier pour cette invitation et pour tes mots. Voilà, moi je suis Sandrine Lemar, je suis sociologue formée en psychologie sociale et depuis maintenant plus de 20 ans, j'accompagne des personnes en souffrance. Voilà, au niveau du Sénégal, je suis franco-sénégalaise. Ah, machallah, voilà. merci Sandrine. Je me tourne vers notre second invité. Il a l'air très jeune, mais il a un travail aussi extraordinaire. Donc Mohamed Ba, c'est bien ça? Ahmed et Mohamed bokkul. Donc je te laisse te présenter à nos téléspectateurs. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ahmed. Merci pour l'invitation Mary. Je suis fondateur de Power Up, qui est une organisation qui travaille avec les étudiants du public, des universités publiques, dans tout ce qui est développement des compétences humaines et aussi l'étude des techniques de recherche d'emploi. D'accord. Pendant ces 10 dernières années, j'ai travaillé avec les jeunes de la Gambie et du Sénégal, dans tout ce qui est développement des compétences humaines. Et voilà, aujourd'hui je suis au Sénégal et c'est ici que je travaille et que je suis basé. D'accord, super. Comme tu as le micro, je vais rester avec toi. Ahmad, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de dépression chez les jeunes? Alors, c'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes, de jeunes surtout, et les études montrent qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a un certain niveau d'importance de la présence de cette maladie chez les jeunes, mais aussi chez les adolescents. Et aussi avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, des jeux de paris, il est important d'en parler parce que ça aussi c'est lié à la dépression dans une certaine mesure. D'accord. Comment définirez-vous le mot dépression chez les jeunes? Comment on peut le définir au jour d'aujourd'hui? Et peut-être donner 2-3 symptômes. Alors, le définir, je dirais la déshérence, le fait de perdre ses repères. Comment... Alors voilà. La déshérence. La déshérence. Ok. Voilà, tu es perdu en fait quand tu es en dépression. Tu as perdu tes repères. Maintenant, les symptômes, je pense que le principal symptôme, et c'est celui qu'on relève le plus, c'est l'isolement social. Le fait d'avoir de moins en moins d'interaction avec les gens, avec ta famille, avec tes amis, c'est pour moi en tout cas un des premiers symptômes. Deuxième symptôme, c'est aussi l'irritabilité et ta sensibilité qui va avec aussi l'isolement social. Quand tu es en dépression en général, tu as du mal à aller vers les autres et quand tu vas vers eux, tu es tout le temps susceptible en tous les cas d'avoir trop d'émotions ou peut-être parfois aussi trop de réactions cutanées, donc d'énervement. Donc voilà pour moi en tous les cas l'isolement social, la détresse et puis les émotions qui sont multipliées par deux. Dans ta façon d'être. Parfois même par 1000. Par 1000. Quand on voit certaines réactions. Bien sûr. Et qu'en est-il des préjugés? Parce que quand même, n'oublions pas la société dans laquelle on est au Sénégal. Et avant, bon, c'est vrai que maintenant, mais avant, quand on disait que quelqu'un est dépressif, on te dit non, il est juste, voilà, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des préjugés dans notre société que vivent justement les jeunes dépressifs? Ce que tu viens de dire n'a pas changé. Je pensais que... N'a pas changé.
Maintenant, il y a un mindset qui se développe de plus en plus avec la génération alpha, la génération aussi Covid, parce qu'on est c'est plus la génération Z maintenant, c'est la génération alpha. Donc, on a quitté la génération Z pour être dans la génération alpha. C'est-à-dire qu'à la limite, le téléphone est un organe comme ta main. Ça devient vraiment quelque chose de voilà. Et peut-être que Ahmad reviendra sur les addictions tout à l'heure, mais ça revient le prolongement de toi. Mais dans la perception commune dans la société sénégalaise, on entend le mot dépression, on l'entend, mais on l'accepte toujours pas. Pour accompagner régulièrement des jeunes en souffrance psychologique, il y a un moment donné, tu dois interpeller la famille, dans le cadre notamment de la médiation familiale, quand il m'arrive d'en faire, et les parents rejettent en fait cette idée de dépression. Il y a encore beaucoup de préjugés. La dépression, tiens, c'est pour les toubabs, c'est pas sénégalais. Voilà, c'est pas sénégalais, ça vient pas d'ici. Mais pourtant, ça vient d'ici. Dans nos techniques thérapeutiques traditionnelles, j'aime toujours à parler d'une DUP. Le DUP en général, si je prends juste cet exemple-là, très souvent ce sont des transes, et à travers ces transes, c'est avant tout des maux émotionnels que l'on traite, et souvent des dépressions. Ça, c'est des travaux qui ont été faits, c'est des façons en fait de réguler la dépression. Maintenant, on met pas le concept. Le concept de dépression en fait vient d'ailleurs. Donc, comment en fait aujourd'hui on peut aborder cette thématique, qui est une thématique réelle, accolée à nos réalités sociologiques propres au Sénégal, de se dire oui, il va pas bien. Alors, il va pas bien. Alors peut-être en effet, c'est des histoires de djinn, de tout ce qu'on veut, de rab. Parce que c'est ça aussi qu'on va nous dire. Alors, comment, en fait, on arrive à transposer cette réalité? C'est pour ça que j'ai fait un peu de travaux sur un anthropologue, praticien, psychologue qui s'appelle Toby Nathan et qui travaille justement sur ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie et qui accole, en fait, l'accompagnement psychiatrique aux réalités des sociétés accompagnées. Donc la dépression, on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus aussi parce que les jeunes sont de plus en plus connectés aux réseaux sociaux et que le contenu qu'ils mangent avec les réseaux sociaux sont des contenus qui viennent d'ailleurs où justement on parle de la dépression. Mais encore une fois au Sénégal, on en parle de plus en plus, mais c'est encore très tabou. Et c'est aussi accolé à des réalités que les gens ne perçoivent pas forcément. Donc est-ce qu'on peut dire que certains facteurs clés associées à la dépression, c'est le facteur familial alors? Ah oui, oui. Les premières personnes normalement qui doivent voir la souffrance chez quelqu'un, c'est tes parents. Mais est-ce qu'ils le voient forcément? Ils le voient. Je pense que quand t'es parent, c'est là aussi. Ça veut dire quoi être parent? Ah, très bonne question. Très bonne question. Mais être parent, c'est donner la vie. D'accord? Oui. C'est accompagner un petit être dans son cheminement. En l'accompagnant, c'est prendre conscience de ce qu'il est, de son caractère, de ses attitudes, et d'être capable de voir les fluctuations de sa vie, ce qui va et ce qui ne va pas bien. Aujourd'hui, c'est ça peut-être qui est important, c'est d'interpeller les parents sur la responsabilité qu'ils ont de donner la vie, la responsabilité qu'ils ont d'accompagner, et justement de pouvoir percevoir le mal-être de leurs enfants. Maintenant, ça relève aussi de nos modalités de socialisation, je le dis toujours. Au Sénégal, quand on socialise une petite fille ou un petit garçon, c'est-à-dire quand on lui donne les codes pour grandir, on lui permet pas très souvent de parler de lui et de ce qu'il ne va pas. C'est pas très bien vu de dire que je vais pas bien, même si encore une fois les choses évoluent aujourd'hui, mais il y a encore des familles qui ne l'entendent pas. Mais en fait, tu connais ton enfant, je pense que quand tu grandis toi-même avec ton enfant, ça aussi c'est important de le savoir. Quand on est parent, on n'a pas fini de grandir et c'est justement en accompagnant nos enfants qu'on grandit et c'est en les observant qu'on se rend compte si ça va ou si ça va pas. Maintenant, les parents, dans nos réalités dakaroises, disons Dakar, on court beaucoup et on va chercher des prétextes pour dire qu'on ne savait pas. Mais c'est pas parce qu'on court qu'on doit pas être responsable de nos enfants et de les observer. Exactement. On va rester sur les parents parce qu'après je voudrais interpeller Ahmed sur d'autres facteurs importants comme les réseaux sociaux et autres. Comment aujourd'hui, Sandrine, un membre de la famille ou un parent quelconque peut-il identifier en fait les signes avant-coureurs? Parce que j'imagine que forcément il y a des signes avant-coureurs à une dépression chez un pré-ado ou un ado. Et d'abord, c'est quoi le pré-ado? C'est quoi l'ado maintenant? Parce que j'ai l'impression que ça a changé. Oui, ben ça aussi, ça a changé certainement à cause notamment du téléphone qui s'est introduit dans nos foyers.
Maintenant, comment un parent, la question c'est comment un parent peut le voir. Les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs. Voilà. Si on reste sur le sujet de la digitalisation, par exemple, parce que c'est vraiment un des vecteurs, je pense, plus les autres problématiques, je reviendrai peut-être sur ça, qui touchent en particulier les petites filles, mais aussi les petits garçons. C'est les signes avant-coureurs, je pense, c'est de voir l'enfant s'enfermer. Moi, je reviens sur l'isolement, l'enfermement. Okay. L'enfermement, il n'est pas forcément que symbolique, je m'enferme dans ma chambre. C'est un enfermement aussi en termes de prise de parole. L'enfant parle moins, est beaucoup moins actif dans la maison. En effet, a plus tendance à s'isoler. Voilà. Et c'est, encore une fois, le signe avant-coureur, je pense que c'est la façon d'être de l'enfant. D'où l'intérêt de l'accompagner depuis qu'il est petit, pour voir justement quels sont ses modes de fonctionnement et se rendre compte que là, il y a un petit souci, et je dois communiquer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, je pense. Communiquer avec nos enfants. Communiquer avec nos enfants, c'est pas je deviens l'ami de mon enfant, mais je deviens quand même le principal confident de mon enfant. On n'est pas les amis. Quand on est parent, on n'est pas les amis de nos enfants. Non. Il y a quand même un rôle de référent, mais on doit être les confidents de nos enfants. C'est-à-dire que l'enfant doit être capable de venir nous parler sans souci de ce qu'il traverse. Sans peur. Sans peur, sans avoir peur de la remontrance ou de l'indifférence. Parce que non, ce que tu racontes là, ça m'intéresse pas ou c'est n'importe quoi. D'accord. Et ça aussi, ça nous interpelle sur nos façons aujourd'hui, à l'heure du digital, où on sait que nos enfants sont beaucoup en train de consommer des modèles d'ailleurs. Comment nous, on rattrape nos enfants dans nos modèles et on les accompagne et on les entend. Et l'entente, ça passe par les yeux. On entend nos enfants en les regardant. Super. Voilà. Ça, c'est très important. On entend nos enfants en les regardant. Et ouais. J'aimerais bien aussi que tu dises à notre assemblée quand est-ce qu'on peut considérer qu'un enfant est un pré-ado et quand est-ce qu'on peut considérer que c'est devenu un adolescent, vu que les choses ont changé. Moi, en fait, alors sur cette question-là, j'aurais beaucoup de mal à te répondre et à répondre aux personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai une nièce, elle a 12 ans. 11 ans, 12 ans. Elle est adolescente pour moi, à 12 ans. Ah oui? Oui. Mais c'est ce qu'elle me dit et je lui dis non, tu es une pré-ado. Elle va te dire qu'elle est adolescente parce qu'elle aura plus... là où toi, tu étais pré-ado à 12 ans, les enfants de 12 ans aujourd'hui sont plus dans l'adolescence que dans la préadolescence parce qu'ils savent certainement plus de choses que ce que tu savais à 12 ans, même peut-être plus de choses que ce que tu ne sais aujourd'hui. Donc, est-ce à dire qu'un enfant de 8 ans, 9 ans peut être considéré comme un pré-ado? Je pense pas. C'est là où nous, on doit les interpeller sur le fait que, attends, tu penses que tu sais, mais tout ce que tu sais, est-ce que c'est la vérité? Parce qu'en fait, en général, et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un dialogue avec les parents et les enfants, il y a vraiment un gouffre entre nous. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes sources d'informations, on a été éduqués certainement de la même façon parce que quand on est parent, on reproduit nous-mêmes le schéma de nos parents, en mettant bien sûr ce schéma-là un peu à notre sauce. Ouais. Mais en même temps, nos enfants sont dans leur chambre, consomment des choses que nous peut-être nous n'avons jamais vues, jamais entendues. Donc ils vont venir parfois te faire la leçon et te dire, tu vois maman, ça tu ne le sais pas. Donc comme je sais, je vais plus vite. Donc je suis ado. Ok. Et vraiment, c'est le contenu qu'ils consomment qui fait qu'ils ont l'impression d'être plus grands. Mais je pense qu'à 12-13 ans, on peut peut-être commencer à parler de début d'adolescence aujourd'hui. D'accord, super. Je vais me tourner vers Ahmad. Ce que tu as dit est très important plutôt. Mais en dehors du cercle familial, il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux, la pression scolaire. Est-ce que aussi tu peux nous parler de ces facteurs-là qui parfois font que l'enfant tombe en dépression, enfin l'adolescent ou le jeune? Merci pour la question. Ça va me permettre de parler de certaines hormones, comme ça on les appelle, mes amis les hormones. Et il s'agira de parler de 4 hormones principales. Et c'est important de comprendre le rôle de ces hormones dans l'évolution de la race humaine. On n'est pas les plus robustes, on n'est pas les plus forts, les plus endurants de tout ce qui est créé sur Terre, mais on a survécu à plusieurs événements, à plusieurs phénomènes. Et aujourd'hui, quand je parle d'hormones, je parle principalement d'endorphines, de dopamine, de sérotonine et d'oxytocine. Oh.
On tombe là dans la science. On peut dire. Ok. Alors, ces hormones, c'est important de comprendre leur fonctionnement pour pouvoir savoir de quelle façon est-ce qu'elles sont manipulées pour causer des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref. L'endorphine, c'est l'hormone qui masque la douleur. D'accord? D'accord. Si on parle de dopamine, donc raison archaïque, les deux premières hormones, on les appelle les hormones égoïstes. On n'a pas besoin d'aide forcément pour en produire. Mais les hormones qui rendent notre société meilleure, ce sont la sérotonine et l'oxytocine. Okay. D'accord. La sérotonine, c'est l'hormone responsable du statut, de la confiance en soi, du leadership. On l'appelle aussi l'hormone de leadership. Et c'est sécrété dans des événements comme que ce soit des remises de diplômes, que ce soit des remises de trophées, de prix, là où on distingue la personne. En ce qui concerne la dopamine et la sérotonine, il y a des choses qui peuvent se passer et qui causent la dépendance. Je vais en venir. Et la dernière hormone, l'oxytocine. L'hormone responsable de l'amour, de l'attachement, de l'amitié, de tout ce qui est humain, tout ce qui raffermit les liens. L'oxytocine en fait partie. On est la cause. Et c'est l'hormone qu'on dit souvent qu'elle est la plus saine parce qu'on ne peut pas en devenir addict. Et plus on en a dans notre organisme, moins on est enclin à devenir dépendant à quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, pour revenir à la dépendance. Pourquoi les réseaux sociaux sont un peu une certaine cause de dépendance et de dépression? J'ai parlé de la sérotonine, l'hormone responsable de la confiance, du statut et tout ça. Aujourd'hui, il y a le fait que l'exposition de soi sur les réseaux sociaux crée de la libération de la dopamine. Quand je parle de confiance de soi, quand je parle de statut, déjà quand on s'habille en Gucci, on ne se sent pas de la même façon quand on est habillé en autre chose. Parce que ça crée une certaine sensation d'élévation dans le statut et tout. Et c'est pareil avec les réseaux sociaux aujourd'hui. L'utilisation qui est faite des réseaux sociaux, où il s'agit d'exposer sa vie, d'exposer son opulence, d'exposer sa beauté, d'exposer ses formes. Et c'est une utilisation qui est de plus en plus faite des réseaux sociaux par les femmes comme par les hommes. Et quand on a une publication et qu'on a beaucoup de likes, de commentaires, il y a cette libération de sérotonine dans l'organisme. D'accord? On se sent bien, on se sent confiant, on se sent élevé. Accepté, on veut dire. Et on court derrière cette sensation tout le temps, ce qui fait qu'on poursuit des publications. On continue à publier, on continue à éternellement chercher cette sensation à travers les réseaux sociaux. Et c'est ça le cercle vicieux. On court derrière cela, on passe plus de temps sur les réseaux, on développe cette addiction. Et ce qui est dangereux en même temps, là où ça affecte la santé mentale, c'est que quand on a une publication qui est moins aimée que la précédente, ça crée une certaine insécurité, ça crée un certain doute. Et quand ça se passe comme ça, on est enclin à... Notre humeur aussi vacille en fonction de la réaction des gens par rapport à nos publications. Mais ça, c'est pas que chez les jeunes, c'est aussi chez les adultes. C'est tout le monde, c'est humain, c'est tout le monde. Mais c'est important de comprendre cela. Et maintenant, quand on parle de dopamine, dopamine, c'est l'hormone la plus addictive et c'est pour cela qu'elle est dangereuse. Et la dopamine est produite dans plusieurs circonstances. Les réseaux sociaux, déjà les smartphones, les notifications, on les aime pas forcément. Mais quand on a une notification, ça libère de la dopamine. On est content, quoi. On est content. Ah, j'ai un message de Sandrine. De messages, de notifications like. Et tout cela, ça fait quelque chose. Donc le contact permanent avec les smartphones libère de la dopamine. Et aussi, les jeux en ligne, avant de parler de ça, on va parler des premières choses qui sont plus reconnues. L'alcool, la drogue, la cigarette. C'est de grands libérateurs de dopamine dans l'organisme, ce qui crée l'addiction. C'est pour cela qu'on devient addict. Et maintenant, l'addiction ne s'arrête pas à ces drogues, mais au smartphone, à l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux, au chat, aux sites de rencontres. Et tout ça, c'est des éléments qui... Et tu en as parlé aussi des jeux en ligne. Des jeux en ligne. Et tout ça, c'est des facteurs qui produisent de la libération de dopamine et qui créent l'addiction. Lan moo koy pousse mu dem ci loolu? Le gain facile. Très souvent, il y a ça. Il y a le gain facile. Aujourd'hui, la question à se poser, ce n'est pas qui joue au pari-foot, mais qui ne joue pas.
tellement pour dire qu'il y a énormément de personnes qui s'adonnent à cette activité et la base, c'est le gain facile. Mais quand on joue, quand on gagne, cette sensation d'euphorie, d'accomplissement, de réalisation qu'on ressent, souvent c'est une seconde cause vers laquelle on court tout le temps. Et c'est ça qui crée cette addiction. Quand on gagne la sensation qu'on a, on cherche cette sensation à travers notre prochain pari. Et quand on perd, on pense pouvoir regagner cette sensation en pariant, en continuant. Et la mise augmente. Avant de revenir un petit peu sur Sandrine, je prends l'exemple d'un jeune qui est déjà dépressif. Oui. Ce jeune dépressif, qu'est-ce qui peut le pousser vers justement aller, parce que en général, d'après ce que Sandrine a expliqué, il y a l'isolement, on s'éloigne de tout et de tout le monde, on est dans une bulle. Donc cette jeune personne-là, qu'est-ce qui peut au jour d'aujourd'hui, étant dans son état dépressif, le pousser à aller faire des jeux en ligne? Donc ce serait aussi parler des impacts sociologiques qui vont résulter de ça. Ouais. C'est très important que Sandrine ait parlé de l'isolement. Je vais partager une expérience qui a été faite sur des rats. On est des animaux après tout. Et ça va nous permettre de comprendre comment est-ce que l'isolement, la dépression et l'usage des réseaux sociaux sont liés. La première expérience, c'est un rat qu'on a mis dans une cage avec une bouteille d'eau contenant de la cocaïne. L'activité principale du rat, c'est d'aller vers cette bouteille, de consommer cette eau, développer cette dépendance, de la consommer jusqu'à mourir d'overdose. On prend le même rat qu'on met dans un parc. L'expérience, c'est appelé le parc de rats. On le met dans un parc avec beaucoup d'autres rats, avec de la nourriture, avec de l'eau, avec des aires de jeu, avec de l'eau aussi contenant de la cocaïne. Mais ils se sont rendus compte que presque aucun rat a touché à l'eau contenant de la cocaïne. Rares sont les fois où les rats ont touché à cette eau. Et l'expérience, ce qu'ils ont conclu de l'expérience, c'est que c'est l'isolement qui mène à l'addiction. Ok. Quand on est bien entouré, quand on a un cercle social réel, je ne dis pas virtuel, cercle social réel, quand on a des liens avec les gens, on est moins enclin à développer de la dépendance. On passe du temps sur les réseaux, on se crée une réalité qui n'est que virtuelle et on se compare aux autres, ça nous affecte dans une certaine façon, ça crée de l'insécurité, une baisse de confiance en soi et d'estime de soi parce qu'on se raconte une histoire qui n'est pas réelle. Ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément réel. Donc c'est un peu ce qui se passe sur le plan de la biologie humaine avec les addictions des réseaux. Et Très intéressant. Nous-mêmes, je pense que ce soit moi ou ceux qui nous regardent sont en train vraiment de prendre des notes par rapport à ça parce que souvent quand on parle de dépression, on oublie justement le volet scientifique parce que tellement on est concentré sur la douleur qu'on peut ressentir ou l'isolement comme tu l'as dit. Maintenant, on a fait 2 reportages, donc on est passé voir Madame Fall du Centre Kiraï qui aussi donne son point de vue de psychothérapeute. Donc nous allons la découvrir et revenir sur le plateau. Madame Fall, Fatou Ali Diop, biologiste, psychothérapeute familiale et systémique, spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale et en psychotraumatologie. On ne pourra peut-être pas tous les lister, mais on peut déjà retenir les facteurs psychologiques, le profil de personnalité, parce que c'est ce qui va définir un peu les pensées et les ressentis qui peuvent créer, quand on est dans cette négativité qui est souvent retrouvée dans la dépression, peut créer un manque d'estime de soi, un manque de confiance et des troubles d'anxiété. Nit ki sentir nit li muy xalaat wala li muy yëg mu mel ni ñi mu nekkal comprendre ñu ko wala mu mel ni wóoluwul pour dem mu ragal am dara lu koy mën a bloquer te loolu mën na nekk ci nit ki mu nekk bindam nekk nature am environnement familial bi le milieu scolaire où on peut avoir des difficultés relationnelles entre les camarades, où on peut avoir du harcèlement qui peuvent créer aussi ce repli sur soi. Xale bi dootul mënati jëflanteel ak ñi mu nekkal. On peut parler de l'environnement familial su fekkee ni ci fi mu nekk ci famille bi ci biir kër gi am na ay difficultés. On sait souvent qu'il y a
On peut trouver de la violence, on peut trouver de la maltraitance, on peut trouver les problèmes de couple léeg-léeg bi nga xam ne dina retentir ci xale bi wala xale bi amul accompagnement gunge bi nga xam ne dina tax tànkam dëgër tuuti pour mu mën a demal boppam. Et on peut aussi parler des réseaux sociaux qui ont créé des images, l'image du beau, le culte du beau, le culte du parfait, je vais dire. Nga xam ne nit ki image yi muy gis dafay jéem identifier boppam ci loolu wala boog mu xool boppam disqualifier boppam. On peut autant créer un narcissisme qu'une dévalorisation parce que les références yi nga xam ne moom la xale bi di utiliser ci loolu lay jéem a natt boppam. Alors, les symptômes les plus courants de la dépression chez les jeunes, on peut déjà retenir le repli sur soi parce que nit ki su sentiree benn agression extérieure wala bu amee lu ko metti dafay dellu ci boppam. Une tristesse qui persiste. Je parle de la persistance ndax temps bi daf ci am importance parce que tristesse lu normal la ci nit mais am na temps boo xam ne bu ko weesoo boobu dafay poser problème. L'anxiété, ne pas vouloir retourner dans le groupe. Un mal-être général, les troubles des conduites alimentaires. Xale bi mën na nekk di lekk loo xam ne habituellement du li mu doon consommer wala mu bañ a lekk du tout mën na indi boulimie ou anorexie carrément dans le sens contraire. Xalaat toujours négatif, am pensée négative, dem ba àdduna sàppi ko dootul bëggati bokk ci yenn activités yi même lu mu daan def dootu ko bëggati def te mën na créer sax ay xalaat yu xam ne mën na yóbbu ba nit ki baisser les bras wala mu bëgg dootu dee. On a vu les cas de suicide quand c'est pas bien suivi. Voilà, donc on vient de suivre le petit reportage qu'on a fait avec Madame Fall, qui, je le rappelle encore, est au centre Kiraay. Donc elle a parlé de beaucoup de choses. Je pense que vous vous retrouvez tous, vous êtes tous sur la même longueur d'onde parce que c'est à peu près les mêmes choses qu'on retrouve, donc avec des mots différents. Ahmad, est-ce que je peux avoir ton ressenti par rapport à ça? Ce qui est important de retenir, c'est que le cercle social réel, les relations humaines sont très importants pour l'équilibre de la personne. On n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour être isolé, on n'est pas fait pour vivre toute notre vie en ligne. Donc c'est important le contact humain. Donc ça c'est le premier. Le premier point. Le deuxième. Et tout ça par rapport, rappelez-vous de ces hormones dont j'ai parlé. Et vous pourrez voir le lien et par rapport au contact humain, aux relations humaines. Le deuxième, développer une conscience de soi. Une confiance. Une conscience de soi. D'accord. Pouvoir savoir que il y a quelque chose qui change, je vais pas bien, il y a des changements qui s'opèrent. Donc pouvoir s'écouter soi-même, c'est très important. Maanaam déglu sa bopp. Déglu sa bopp. Toog dal. Déglu sa bopp. Effectivement, c'est important. Et la troisième chose, il faut savoir demander de l'aide. Ça, c'est le plus difficile. C'est très très important et par expérience j'en parle. On peut se dire que ça va aller, ça va passer. Tout notre entourage peut se rendre compte que tu ne vas pas bien, mais tu es dans le déni en quelque sorte. Tu sais que tu ne vas pas bien, mais voilà quoi, tu te dis que ça va aller, ça va aller. Mais à un moment, il faut une certaine lucidité pour aller demander de l'aide. Soit c'est une personne qu'on a dans notre cercle qui est habilitée à pouvoir nous aider ou à nous orienter. Donc, en dernier lieu, savoir demander de l'aide et demander de l'aide, c'est très important. D'accord. Nous avons pu aller à la rencontre d'une jeune qui a vécu la dépression pendant 4 ans et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'en est sortie. Nous allons aller à la découverte de... Je ne l'ai pas réalisé de moi-même. C'est au niveau de mon école, au lycée, que mes camarades ont un peu réalisé mon changement de comportement, que je devenais très recroquevillée sur moi-même, alors que de base, je suis une personne assez sociale et je ne m'alimentais plus trop. Et à la maison également, je n'arrivais plus trop à dormir. Donc c'est par la suite que il m'arrivait de beaucoup pleurer, de me l'enjoyer en classe et tout. Et quand on me demandait, je disais juste qu'il n'y a rien, tout. Donc les amis à moi ont fait un groupe, clairement,
ils sont allés voir mes parents pour leur expliquer comme quoi qu'elle avait vraiment changé, qu'il fallait voir ce qui se passe parce qu'on ne la reconnaît pas. On ne reconnaît pas notre camarade. Oui, c'est à la suite de ça que mes parents, ils ont commencé un peu à faire un suivi à la maison pour voir un peu, être un peu plus attentionnés sur 2-3 jours. Et ça allait de mal en pire. J'essayais de me réfugier dans la religion, alors que je le faisais de la mauvaise manière. C'est un peu ça. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Rien que le fait de se rendre compte qu'on est dépressif, c'est un très très long processus parce que je peux dire que j'ai été dépressive depuis 2016, fin 2016. Et il m'a fallu pratiquement 4 ans avant d'accepter. Et tant que tu n'acceptes pas ta dépression, tu ne commences pas ton processus de guérison, si je peux dire ça comme ça. Donc ça a été assez compliqué dans le quotidien. Ça a été assez compliqué. Samay interaction ak sama waa kër, tu es obligé dem xew parce que mënoo wax nekk c'est parce que dama feebar mënuma dem xew. Tu es obligé d'y recevoir ay nit, tu es obligé dem jàngi parce que j'étais quand même au lycée, je devais terminer mon cycle. C'est compliqué, c'est très 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 éprouvant. Mais je pense que ce qui a aidé, c'est peut-être la foi et l'entourage. Il y a des épisodes où c'est encore gérable, mais à un niveau, il faut forcément des spécialistes. Et quand mes amis ont pris la peine d'aller voir les parents, ils décidé que les parents, là-bas, j'étais vraiment à un stade où il fallait que je me fasse aider. Donc, je pense 4-5 jours après, j'ai été internée. Oui, parce que j'ai fait une crise, une cata à la maison et tout. Donc, on m'a ramenée à l'hôpital. Je me rappelle plus trop parce que en fait, c'est un épisode où j'étais pas lucide à 100%, si je peux dire. Donc, on m'a juste, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que moi, je pourrais pas expliquer à 100%, je sais juste que je ne m'alimentais plus. J'étais super fatiguée moralement. J'étais très épuisée moralement et j'arrivais pas à me reposer. Ni à me reposer, ni à m'alimenter, ni à suivre le cours de ma vie. Donc, mes parents, ils m'ont ramené une fois à l'hôpital. Au début, c'était juste pour voir est-ce qu'il fallait juste prendre des médicaments, qu'est-ce qui se passe réellement pour une prise en charge. Et je suis retournée à la maison parce qu'il n'y avait pas d'espace apparemment à l'hôpital. Et quand je suis revenue, c'est là-bas que j'ai déclenché une crise. Je m'énervais sur tout le monde. J'étais assez bizarre en fait. Je ne peux même pas expliquer à 100%, mais c'était un peu ça. Et il a fallu, pour ma taille, pour mon poids et tout, il a fallu 4 gaillards ou 5 pour m'amener à l'hôpital. Et donc on m'a internée automatiquement pour un séjour de 2 mois, je pense. Oui, de 2 mois. Et là-bas, c'était vraiment choquant. C'était très choquant pour moi. Parce que je me disais pas que j'étais arrivée à ce niveau. Je ne pensais pas que c'était aussi important. Ma situation était aussi importante pour qu'on m'interne dans un lieu où toutes les personnes qui m'entouraient, le soir, avant d'aller dormir, on les barricadait. Dans le lieu, le soir, avant d'aller dormir, il fallait qu'un infirmier passe pour sécuriser leur pièce, pour ne pas qu'ils sortent ou quoi que ce soit d'autre. Et me dire que moi, je suis dans cet endroit parce qu'on me considère comme ces gens-là, c'était très très difficile de l'accepter. Et même en sortant de ce lieu, j'ai pas eu ce sentiment d'acceptation. J'étais très remontée contre mes parents. Je vais dire, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Bien évidemment qu'aujourd'hui je comprends. C'était la situation qui le demandait. J'étais pas bien du tout. Il me fallait d'abord ce suivi-là des personnes habilitées pour qu'après je puisse prendre le relais. Voilà, un témoignage poignant qui fait presque pleurer. Je vous donne rendez-vous bientôt, en tout cas, dans un nouveau numéro de Bien dans ma peau, toujours pour prendre soin de sa tête, de son corps, de son esprit.